Bonjour tout le monde, Rosalie Bouchard-Guérin de chez Alfred Technologies. Je suis directrice de la recherche et de l'analyse des données, donc vous allez comprendre que je suis moins habituée à faire ce type de pitch-là. On a dû se séparer ce matin, mon collègue est au kiosque de la délégation canadienne. Donc chez Alfred Technologies, on œuvre dans le secteur de la restauration. On vient en aide à des entreprises qui ont des opérations plus complexes comme des centres sportifs, des chaînes d'hôtels ou encore des établissements dans le divertissement pour aider à optimiser leurs opérations puis à augmenter leurs ventes. Donc concrètement, les opérations de ces établissements-là, ils se complexifient de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont impliqués, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en contact avec chacun des produits. Il y a énormément de produits aussi dans leurs établissements. Puis tout ça, ça crée des risques d'erreur qui viennent affecter l'expérience utilisateur. Puis dans le secteur de la restauration, l'expérience utilisateur, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important puis qu'on essaye de maximiser puis de rendre le plus agréable possible. Donc, avec Alfred, on vient aider autant au niveau de la planification, donc en amont des événements, que durant les événements pour que ces établissements-là soient en mesure de répondre et même de dépasser les attentes de leurs clients. Donc, différentes façons dont on vient faire ça. Premièrement, on vient aider au niveau de l'approvisionnement à prédire en fait les quantités qui vont être nécessaires. On a une spécialisation dans les vins spiritueux, mais on touche vraiment tout type de produits, que ce soit de la nourriture et les breuvages. Mais on sait que s'il y a un match, par exemple, des Bleus au Stade de France, une journée, ben, c'est pas les mêmes choses qui vont être consommées que quelques jours plus tard s'il y a un spectacle de Taylor Swift ou de Beyoncé qui est là. Donc, en ce moment, c'est difficile des fois pour eux de faire des planifications. Il y a beaucoup l'instinct puis l'expérience, en fait, qu'ils utilisent pour faire ces planifications-là. Mais nous, on vient apporter des approches avec l'intelligence artificielle qui sont vraiment appuyées par des données. Donc ça, c'est au niveau de la planification. Puis ensuite, durant l'événement, on donne vraiment une visibilité sur les données aussi. Donc, ils peuvent savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans leur établissement pour chacun des points de service. Puis nous, on leur amène leur attention sur où est-ce qu'il y a des problèmes aussi, si c'est le cas, s'il y a des quantités qui sont en train de descendre puis qui sont à veille de manquer de stock. Mais nous, on ne veut pas que ça soit un client qui commande une bouteille puis que finalement, il ne puisse pas boire son Pétrus parce qu'il n'en reste plus. Ça serait assez dommage de perdre ce type de vente-là. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce que tu cherches en France? Ben, on cherche premièrement à commercialiser notre application sur le marché français, puis à créer des partenariats avec des entreprises qui pourraient nous aider à faire ça également. On est déjà bien établis en Amérique du Nord. On a des équipes de notre ligue professionnelle de soccer qui est moins cool que votre ligue 1, mais quand même, on est à la F1 dans quelques jours, donc le Grand Prix de Montréal. On a aussi des établissements, en fait tous les établissements des relais et châteaux au Québec, puis Groupe Accor aussi, on a quelques établissements dont le Fairmont Château Frontenac et Reine-Élisabeth. Donc on est bien établi en Amérique du Nord, mais on aimerait vraiment commercialiser notre solution en Europe. Donc au plaisir de discuter avec vous et poursuivre cet échange-là. Parfait. Merci. Permettez-moi une question. Pourquoi Alfred? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Il y a un film. Est-ce qu'il y en a des familiers avec Batman? Oui, c'est ça. Oui, Batman. c'est ça, c'est le Batman, ouais. Exact. Donc, c'est un peu le principe qu'on a. En fait, on est comme l'assistant des opérateurs et de ces organisations-là pour garder un œil sur leurs opérations. Donc, en France, on peut le traduire par au service du barman ou comment voulez-vous qu'on le traduise en France? Vous voulez dire la façon de décrire ce qu'on fait? All Fred. Pardon? All Fred. Tout pour Fred. Ah, ok. Bon, on va vous aider. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour apprendre à découvrir le marché français aussi. Donc, au plaisir d'en discuter avec vous. Les Français n'ont pas forcément beaucoup d'idées, mais ils ont un peu d'humour. Le problème, ce serait maintenant de transformer l'humour en idée. C'est ce qu'on essaie de faire dans IO Club. Michel. Michel n'est pas arrivé, malheureusement. Désolé.
bonjour, alors bon matin, merci beaucoup de nous accueillir. Alors Madeleine Myrtil, donc le groupe 3737, c'est un accélérateur d'entreprise. On est basé, le siège social est à Montréal et depuis 2022, on est pan-canadien. Donc le but de cet accélérateur, c'est essentiellement aider les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Donc, ce qui les rejoint, nos entrepreneurs, c'est vraiment diversité ethnoculturelle. Et on accompagne les entrepreneurs, peu importe le stade entrepreneurial où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, que ce soit de l'idéation, que ce soit des entreprises qui sont matures ou des entreprises qui veulent aller à l'international, on a des services pour pouvoir les accompagner. Donc, on a 9 programmes sans frais, ainsi que de l'accompagnement personnalisé avec toute l'équipe de conseillers et de conseillères en entrepreneuriat. On va également à l'international. Donc, dernièrement, en novembre dernier, on était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où est-ce qu'on a amené une délégation d'une trentaine d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, parmi ces entrepreneurs, on a eu des belles histoires à succès, notamment une entrepreneur qui, lors de la mission en novembre, a créé des liens et a ouvert une succursale à Abidjan en mars dernier. On a également un autre entrepreneur qui a signé un contrat avec le gouvernement de 114 millions. Donc, c'est pour dire que nous, lorsqu'on accompagne, on fait vraiment de l'accompagnement concret, personnalisé pour pouvoir avoir un impact économique et par ricochet, un impact social. Parce que lorsque les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle s'épanouissent, c'est toute une communauté qui s'épanouit et ça permet d'avoir un impact économique et social également. Donc, c'est une équipe de 41 personnes basées à travers le Canada qui, à chaque jour, de manière très, très passionnée, accompagne les entrepreneurs pour pouvoir les aider. Et on n'a pas la prétention de faire le travail seul. On travaille avec l'écosystème. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est être cette courroie de transmission entre l'écosystème et les entrepreneurs. Parce que souvent, les services existent, mais malheureusement, ils ne le savent pas. Donc, il y a des erreurs comme ça qui peuvent se passer. Donc, en mettant en relation l'entrepreneur et l'écosystème, ça permet de faire des gains d'efficacité. Et j'ai le privilège justement d'être là depuis le tout début pour répondre tout de suite à la question pourquoi 3737, c'est l'adresse. Alors le mystère est terminé, donc c'est l'adresse civique. Alors c'est 3737 Crémazie-Est, où est-ce qu'on est situé, mais il y a une belle histoire aussi qui est associée à cette adresse, c'est qu'avant, dans les années 60, c'était une manufacture. Une manufacture où est-ce que la mère du cofondateur, M. Franz Saint-Elmy, venait à chaque matin solliciter du travail, donc pour pouvoir prendre soin de ses 13 enfants, donc mère monoparentale. Alors lorsque, quelques décennies après, l'immeuble est venu à vendre, il a décidé, lui et sa conjointe, de racheter l'immeuble pour pouvoir justement transformer cet espace en un espace où est-ce que les gens issus de la diversité pourraient se rencontrer et avoir un impact. Dans le quartier Saint-Michel, essentiellement, qui était le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Maintenant, on voit que c'est 3400 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Ces entrepreneurs ont collectivement généré plus de 260 millions de chiffres d'affaires et créé des emplois. Donc ça, c'est la force du groupe 3737. Très heureuse d'échanger avec vous. J'ajouterais aussi, moi j'étais sur le conseil d'administration pendant 7 ans. Et c'est une vision qui était amenée de Franz Saint-Elmy, de Vicky Joseph, sa conjointe, de faire un incubateur au nord de Montréal, parce que les incubateurs à Montréal sont tous dans le centre où se fait le commerce au niveau des entreprises. Et je vais parler en bon québécois, le jus de bras, le bénévolat qui s'est fait pour grimper cette organisation-là est incroyable. Et le body, mais on gère des fonds aussi, on gère pour le membre, on distribue de l'argent à d'autres organisations de la communauté noire, entre autres. 7 ou 10 millions qu'on distribue, qu'on a un budget. Le nouveau premier ministre du Canada a reconfirmé les enveloppes on va voir dans le prochain budget, mais il a confirmé les enveloppes pour les 5 prochaines années pour pérenniser. C'est vraiment une organisation qui a levé là, comme un adolescent, les os ont craqué un peu partout, mais qui est devenu adulte. C'est vraiment une belle organisation. Puis Madeleine a fait un travail extraordinaire. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci.
Robbie. C'est go, les pieds de la Robbie. Pas supposé pitcher, moi. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est une très belle histoire. C'est un entrepreneur. J'ai toujours des histoires à raconter. Une minute et demie, Robbie. Ah, vous m'avez donné le micro, ça, c'est maintenant. C'était à vos risques et périls. Hein? Il y a bien longtemps, j'avais des amis entrepreneurs, un médecin, un estimateur qui ont décidé de créer des entreprises technologiques. Ils se sont dit, moi, avec la technologie, je pourrais changer mon domaine, mon secteur d'activité. Et quand ils ont démarré, ils ont trouvé des développeurs et c'est l'échec. Malheureusement, le produit qu'ils ont cherché à construire, ils ne savaient pas comment le faire construire, ils ne savaient pas comment guider leurs développeurs à créer un nouveau produit parce que ce n'était pas de leur compétence. Leur savoir-faire, c'était la médecine, c'était le secteur financier. Quand un entrepreneur a un rêve, puis ce rêve disparaît, parce que la technologie n'était pas là, c'est très triste. Et je me suis dit, moi, je connaissais la technologie, j'en fais chez Codé. Ne pourrais-je pas aider ces entrepreneurs à réussir? On a décidé de créer une organisation qui s'appelle TLM, qui allait travailler uniquement avec ces gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment les transformer en produits technologiques, donc des entrepreneurs technologiques en devenir. Tous mes amis ont dit, Robbie, très bonne idée, tu vas travailler pour des gens qui n'ont pas d'argent, qui vont fermer au moins 7 fois sur 10. J'ai dit, on te donne quelques années et tu vas disparaître du marché, tu reviendras nous voir, on a un emploi pour toi. Et comme entrepreneur, c'est toujours important d'écouter les conseils. Des fois, les conseils, on ne veut pas les entendre, mais je les ai compris, j'ai fait attention à gérer le risque. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est 100 employés, 3 bureaux, 2 au Québec, 1 en France, en train de développer aussi le marché américain. On a 35 entreprises en technologie, on a créé au-dessus de 300 millions de valeurs chez ces gens-là. C'est des centaines d'emplois qui sont créés. On a des entreprises, quelques-unes. On a 10% des entreprises avec lesquelles on travaille qui n'ont pas réussi. 90% ont réussi leur plan de match. On a aidé des entreprises à passer d'une usine en gestion du contrôle de la qualité dans le domaine du vêtement à 55 000 usines dans le monde. Vos vêtements ici ont passé à travers des logiciels qu'on a fabriqués. On travaille en MedTech à révolutionner ce qu'on appelle Precision Medicine, où est-ce qu'on est en train de révolutionner comment on va prescrire des médicaments au niveau de l'antibiothérapie, au niveau des traitements prolongés. On travaille avec des objets connectés qui sont dans des véhicules dans le domaine de l'énergie. Et notre idée, notre désir le plus profond, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà une petite équipe, mais que ça ne va pas comme il veut, ou quelqu'un qui n'a pas d'équipe de développement, puis qui a une idée, puis qui veut la faire grandir. Et on est déjà là, on est en Europe depuis quelques temps, donc on coach d'ailleurs à la CCI de Paris, on coach à Paris-Saclay aussi, à French Tech Paris-Saclay, le secteur de Deep Tech. On a la chance aussi d'aider des gens un peu partout à travers le monde avec des clients qui sont à Hong Kong, New York, Toronto, Montréal, Québec, Chicoutimi au Saguenay et évidemment à La Rochelle, Paris. Donc voilà. C'est correct. Oui, je correct. J'ajouterais une chose aussi, c'est que Robbie, dans sa bonté, je dirais, il est arrivé des fois qu'il y avait des startups où il n'y avait pas les moyens des startups et il a investi du temps en les aidant à grandir. C'est pas la première relation qu'on cherche, mais effectivement, on investit dans 15-16 entreprises. Je suis aussi... Je travaille avec différents fonds aussi d'investissement et tout ça, donc ça fait partie aussi de ma vie, mais j'en parle moins. Il a partagé le risque avec les fonds, c'est bien. Ouais. Non, je suis plus sur des comités d'investissement de fonds d'investissement au Québec. Super. Justement, j'ai une question sur le business model. Oui. Est-ce que c'est Startup Studio? C'est basé sur de l'investissement ou alors c'est du conseil? Nous, c'est vraiment, on est une SS2I en termes de simplification de l'expliquer.
l'objectif, quand tu vois quelqu'un qui arrive et qui a une idée, ça peut être l'investissement en capitaux de risque, ça peut être des gens qui... Ça peut être juste de trouver quelques amis. Je contais l'histoire à quelqu'un, 30 000 pour connecter des bonbonnes de propane à un système de données. Ils sont partis de ça, c'est juste ça que ça a pris. Est-ce qu'on avait besoin d'être investisseur? Non. Est-ce que quelqu'un avait besoin d'être investisseur? Non. C'est possible. C'est possible de créer des choses avec des petits moyens qui vont devenir très, très grands. Ça dépend des modèles. Donc, on essaie d'accompagner à l'intérieur du modèle du marché qui va être attaqué et du type d'entrepreneur. Ce n'est pas non plus tous les entrepreneurs qui devraient avoir des investisseurs. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis André Laforge, présidente et fondatrice de Cara Analytics. On est une start-up de la ville de Québec. On est starté depuis le 1er janvier de cette année. Donc on est jeune. On est jeune. Mais on est une spin-off d'une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans. Donc la technologie a été développée à l'intérieur de cette entreprise-là. Et nous, on a racheté la technologie et on l'a amenée dans Cara. Cara, ce que ça fait, c'est une plateforme SaaS B2B qui se connecte aux données RH des organisations. Donc, on fait du People Analytics. C'est assez simple ce qu'on fait, mais très complexe aussi. Donc, on prend les données, on les amène dans la plateforme, et que ce soit de la donnée de paye, de recrutement, de formation, de sondage, ou de la donnée opérationnelle dans Teams, on prend cette donnée-là et on la fait parler. Et on bâtit des modèles prédictifs pour aider à la rétention, la fidélisation, que ce soit par qui est à risque de quitter mon organisation, qui est à risque de partir en invalidité, ou comment on fait pour optimiser notre processus de recrutement. Donc, toutes ces données-là résident dans Cara, et cette donnée-là, ensuite, elle est traitée par l'intelligence artificielle. Le premier besoin qu'on vient combler, c'est un besoin aussi de reporting. Donc, on a 350 indicateurs de performance RH qui sont déjà dans la plateforme. Donc, c'est super facile de faire le reporting. Je vous dirais que c'est ça, au départ, pourquoi les clients viennent nous chercher. Mais ensuite, on vient leur donner de l'envergure avec toutes les données qu'on a et tous les modèles qu'on peut bâtir. On est actuellement seulement au Québec et un peu à Toronto, mais pas beaucoup. Et nous, on avait une stratégie de commercialisation vers les États-Unis. Et je vous dirais qu'en février, on a comme changé d'idée. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit, mais pourquoi pas traverser l'Atlantique et aller voir nos cousins français. C'est le premier marché qu'on commence à aborder. Je ne suis pas convaincue encore que le marché français est le bon marché pour nous. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour comprendre le marché, comment vous faites la gestion et le pilotage de vos ressources humaines, parce que c'est un domaine qui est probablement très différent de ce qu'on fait au Québec. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Comprendre le marché, peut-être trouver des partenaires, parce que je ne pense pas qu'on va venir vendre directement. Fait que voilà. Oui, une question peut-être. Oui. Dans les aspects qui peuvent être différents, il y a les réglementations. Oui. Je suppose que vous avez analysé avant de... Oui. Les règles RGPD. Oui, exactement. Au Québec, on a quand même une loi 25 qui s'est inspirée du RGPD, mais qui n'est pas aussi, je dirais, implantée, mais qui commence. Mais nous, on est allé chercher une certification qui s'appelle SOC 2 type 2, qui est une certification sécurité qui semblerait ressemble à l'ISO. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est de la donnée confidentielle, c'est de la donnée qui est très sensible. Et donc, on a en place tous les processus pour s'assurer que cette donnée-là ne sera pas vue par des gens qui ne devraient pas l'avoir. Permettez-moi un commentaire. Le RH, de manière générale, en France, c'est un sujet plus que sensible.
je vous invite à lire l'Express, vous connaissez le magazine L'Express oui. d'aujourd'hui. Il y a un article exceptionnel sur DHL, oui. le groupe DHL allemand, oui. qui est élu comme étant un modèle dans le domaine des ressources humaines. Et il faut le lire pour comprendre aussi qu'il n'y a pas qu'à traverser l'Atlantique, on peut aussi traverser le Rhin pour voir les différences que nous avons. Et mon deuxième commentaire, c'est pour se faire accompagner, avez-vous un cabinet français? Il faut trouver oui. un levier oui. Comme une start-up. Oui. Vous avez un amorçage et je vous aiderai à trouver le cabinet qui va bien. Super. D'accord? Oui. Pas faire d'erreur. Traverser l'Atlantique oui. Dans l'autre sens, mais avec au moins une feuille de route qui soit en ligne avec vos attentes. OK? Oui, merci. Robert, est-ce que tu avais une question? C'était sorti. Alain, c'est à toi. Et on n'est pas le cabinet. Hein. Donc, moi, je vais vous présenter ce que fait Lexwork AI. On œuvre dans le monde de l'IA documentaire. Donc, on parle de documents, d'extraction d'informations, dans les documents, lecture d'informations dans les documents, validation de ces informations-là. On appelle ça dans le langage, de l'IA, c'est des IDP, des Intelligent Document Processing, traitement automatique du document. Je vais faire une comparaison. Il y en a plusieurs sortes. On se bat principalement contre des Américaines, des compagnies américaines. Mais il y a des IDP généralistes. Vous avez pensé à Microsoft Copilot Studio, pensez à UiPath, c'est toutes des compagnies qui font les choses, prendre des documents, extraire l'information. Mais ils sont souvent, je compare ça un petit peu à une cuisine que vous avez tous les équipements, vous avez les robots, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire, en théorie, toutes les recettes au monde. Sauf que vous n'avez pas de chef puis vous n'avez pas les recettes. Nous, on est un IDP spécialisé où on fournit les recettes, le chef, et on délivre le plat, les documents, l'extraction d'informations. Et j'aime faire la blague souvent, on est aussi comme un chef étoilé, si on veut se comparer. Donc, essentiellement, on lit des contrats, on extrait l'information dans les contrats, on extrait l'information dans les états financiers, on extrait des informations dans des factures. Puis dans les factures, par exemple, il y en a plein d'IDP qui peuvent faire ça, mais on va aller plus loin, on va aller vérifier est-ce que la compagnie est bien au registre des entreprises, est-ce que le numéro de siret existe bien avec cette compagnie-là, est-ce que les taxes ont été bien calculées, est-ce que les lignes ont été bien calculées, parce qu'on peut avoir une facture qui dit 5 fois 100 € égale 600 €, recalculer la facture et être capable aussi de déterminer dans certains cas, on le fait dans le cas de demande de subvention, est-ce que la facture s'adresse bien au cadre de la subvention essentiellement. Donc, c'est ce qu'on fait, on essaie d'améliorer les choses. C'est une technologie qui est prête à l'emploi. Et la question qui tue souvent, c'est à savoir où vous l'entreposez, c'est où vous la mettez. Et donc, au Québec, on a annoncé il y a 2 semaines qu'on mettrait ça dans un cloud de confiance au Québec. Et là, on va annoncer, ce vendredi, on a fait un partenariat avec une société, si ça reste ici, non, on a une caméra qui est du monde de l'autre côté, mais avec une grande société française qui a un cloud de confiance qui va nous amener la crédibilité de mettre notre technologie à l'intérieur de ça. On a regardé essentiellement avec Docapos, on a regardé, vous avez un cloud de confiance aussi qui s'appelle NumSpot, et on a essayé de travailler avec eux. Il y a eu des petits ralentissements, donc là on est en train, j'ai renoué avec votre collègue, on a parlé et on va essayer de voir comment on peut mettre notre technologie à l'intérieur. Mais elle est prête à s'insérer dans un cloud de confiance. On regarde aussi pour insérer aussi parce que c'est une technologie qui est agnostique aux algorithmes, d'aller chercher des LLM, des Large Language Model, les mettre aussi dans le cloud de confiance. On pense à des compagnies, vous avez Mistral ici, mais il y a d'autres compagnies aussi qui ont aussi des LLM qu'on peut mettre dans des clouds de confiance. Donc on essaye de voir comment on peut mettre dans un environnement contrôlé au complet, où les gens peuvent contrôler leurs données, et oui, peut-être ouvrir si on confiance à l'ouverture, mais d'être en mesure de pouvoir le faire. Autre élément très important de notre technologie,
nous, quand on a commencé cette technologie-là, on s'est dit, on ne pourra pas suivre l'évolution de l'IA. Donc, ce qu'il fallait, c'est avoir une plateforme qui était très agile, qui pouvait pivoter très rapidement en fonction de ce qui arrive comme intelligence artificielle sur le marché. Parce que, bien sincèrement, je ne suis pas capable de prédire ce qui va arriver même si on est dans un domaine de spécialité depuis 30 ans, on n'est pas capable de prédire essentiellement ce qui va arriver dans 3 mois. Fait que dans ce contexte-là, on s'est dit, ayons une plateforme qui est en mesure de pivoter très rapidement et que cette année, c'est tel algorithme, l'année prochaine, ce sera un autre, mais on va pouvoir l'intégrer très rapidement. Donc, c'est dans ce contexte-là que je présente. Puis, si vous êtes intéressé, moi, c'est sûr que la poste, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse, mais c'est compliqué. Ça fait longtemps, mais c'est compliqué, mais je vois une voie de passage potentielle avec vos organisations, surtout via Docapos, qui pourrait être intéressant. Donc, c'est ça. Pascal n'est pas là non plus, ça va pas bien. Farid. Ah, tu veux que je parle pour Pascal ou... Non, toi, tu veux que je parle de moi? Malheureusement, on est dans une semaine complètement folle où on se fait interpeller à la dernière minute. Viens voir, je veux aller rencontrer LVMH, je veux aller rencontrer tel autre. Et là, des gens, il y a des choix à faire essentiellement. C'est probablement ça qui arrive en ce moment. Puis on a nos ministres qui arrivent aussi, différents ministres, premiers ministres. Donc, on Farid est l'envoyé du ministre, en fait. Ah, mais non, vraiment pas. Vraiment pas. Merci Alain, merci de me recevoir. Donc, moi, je suis un entrepreneur, j'ai déjà eu une start-up, mais maintenant, je conseille des entreprises, des dirigeants d'entreprises dans différents domaines, mais surtout dans le domaine du commerce de détail et des services, pour les aider à gérer leur transformation numérique. Donc, ça paraît pas, je le sais, mais je suis quand même assez vieux et j'ai vécu la période Internet. Donc, 95-96, on faisait beaucoup de commerce électronique et j'ai vendu le rêve du numérique. J'ai vendu le rêve de l'Internet va révolutionner, il n'y aura plus de magasins, tout va se faire en ligne. J'ai fait le premier site de commerce électronique pour Intermarché ici à Montrouge, à Paris. On avait vendu ça comme la meilleure chose au monde. L'enjeu, c'était que la promesse était réelle. C'est vrai que l'Internet allait permettre de faire tout ça, mais on avait des PC, Windows 95, il fallait installer un browser, il fallait installer, on avait un modem 28K, il n'y avait pas de livraison par la poste, il n'y avait pas le click and collect, il n'y avait pas tous les éléments dont toute l'infrastructure était déficiente. Et donc, les entreprises que j'accompagne et que j'accompagnais à ce moment-là me disaient, oui, mais je ne peux pas implémenter pour avoir le retour sur mon investissement. Et on est à la même place avec les AI aujourd'hui. C'est-à-dire que les promesses sont énormes, la technologie va nous permettre de faire plein de choses, mais quand je conseille mes collègues, mes clients, ils ont des systèmes RH qui sont vieux, puis qui sont pas capables de venir s'intégrer, puis fournir les données sont pas correctes, etc., etc. Alors j'ai écrit un livre, j'ai commis un livre, je suis auteur, et je suis ici pour parler de mon livre, interagir avec des entrepreneurs, interagir avec des groupes comme La Poste, pour voir comment je peux premièrement, pour voir comment ils peuvent acheter mon livre et en faire un best-seller et un Pulitzer Prize winner, mais surtout d'interagir avec des grands groupes, avec des PME qui cherchent à comprendre comment faire leur transformation IA, parce qu'on ne parle plus de transformation digitale, c'est plus à la mode, on parle d'une transformation IA. Ah, voilà. Alors, tu vois, tu as Contact en face de toi, Victoria, tu as monté une start-up pour aider les SMI à faire une transformation digitale en AI. Bon, ben c'est parfait, voilà. Donc, c'est parfait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà. Merci. Merci Pardon. Là, juste un commentaire. Pour distribuer un livre en France, c'est extrêmement réglementé. Oui. Il faut passer par des organisations, des groupements
d'éditeurs ou de distributeurs. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle les offices, tous les mercredis matins, qui inondent tous les distributeurs et les libraires. Donc, votre livre dans un office le mercredi. Et mercredi, c'était hier. Non, c'est toujours hier. Mais c'est surtout de trouver le canal qui va bien. Absolument. Pour qu'un éditeur ou un distributeur prenne en charge la distribution des offices. J'avais pas compris. Voilà. C'est ce que je cherche. Merci. Et voilà. Et c'est le mercredi matin, c'est la loi française. Excellent, merci. On va aller voir Bruno. Oui, voilà. Monsieur Bruno. Patrick n'est pas là non plus. On va aller avec Martin. Oui, certainement. Martin, on a sa fiche. Oui, on a sa fiche à Martin. Parfait. Je crois que c'est pas moi, mais c'est pas grave. Martin, bonjour. Martin Coulon, je suis le fondateur d'OZDA. On est une firme d'innovation basée à Montréal. On est une équipe d'environ 65 personnes. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on fait des services de développement d'intelligence artificielle, de robotique et d'ingénierie logicielle pour nos clients. On travaille principalement dans les secteurs manufacturier, minier et de la santé. Donc c'est très vague, mais je vous donne un peu des exemples de projets qu'on fait. On va, exemple, travailler dans le milieu manufacturier beaucoup avec l'automatisation du contrôle qualité par ordinateur. Par exemple, on travaille avec une compagnie qui fabrique des avions. Peut-être deviner c'est qui, il n'y a pas tant que ça, mais on va les aider à détecter des défauts de peinture sur les avions. Donc un défaut de peinture, c'est des petites poutières, c'est des toutes petites coulisses, des avions c'est gigantesque. Ça doit être fait manuellement, c'est inspecté à l'œil nu, mais on va pouvoir les aider avec la vision par ordinateur. On va aider des entreprises qui fabriquent des câbles électriques, l'inspection des textiles, on parlait de linge tantôt, les manteaux que vous portez. Mais le textile il est vérifié avant d'être découpé, puis après ça cousu. Fait que nous, on va essayer des caméras dans les machines pour trouver les défauts, pour aider les opérateurs à être plus efficaces. On fait ça dans l'agroalimentaire pour les packaging, par exemple dans les liquides, pour pas que les packaging coulent. On fait tout type de projets comme ça. On fait d'autres projets de manufacturier, exemple, tout ce qui est au niveau du traçage des pièces, le RFID. On le fait dans des milieux complexes, fait que dans les aciéries, dans les alumineries, où il y a beaucoup d'interférences avec les champs. Par exemple, dans les alumineries, il y a des champs magnétiques très puissants. Ça devient compliqué de faire ces projets-là. Fait que nous, on va venir les aider à faire ces projets-là qui sont plus complexes pour eux. Dans le domaine de la santé, si on prend un domaine complètement différent, on va faire des projets, exemple, on travaille avec, j'en parlais avec Robbie tantôt, je pense, ou qu'un autre monsieur, une compagnie qui produit des miroirs pour les dentistes. Fait que le miroir, quand vous êtes chez le dentiste, c'est un miroir qui est bien basique, en aluminium, qui regarde dans la bouche. Bien, les nouveaux miroirs qui vont être sur les marchés dans 1-2 ans, vont avoir des caméras à l'intérieur, avec des lumières directement sur le miroir. Nous, on fait tout le logiciel qui va prendre les images de la caméra dans la bouche, va l'extraire en temps réel, va le mettre en live pour le dentiste sur une tablette. Puis avec le AI, on va ajuster l'intensité de la lumière en fonction du miroir où dans la bouche pour permettre au dentiste d'avoir une meilleure vue quand il travaille, puis l'aider à détecter des diagnostics. On fait toutes les commandes vocales. Quand le dentiste travaille dans votre bouche, il va dire la dent 22, il y a une accumulation de tarte ou il y a une craque sur la dent 24, puis il y a un hygiéniste dentaire qui va prendre ça en note, le mettre dans le dossier patient. Avec les commandes vocales, nous, le dentiste parle, toutes les informations vont être prises automatiquement, vont être dans le dossier patient. Donc, prends une photo, le miroir prend une photo, attache-la à la dent 12, tout va se placer automatiquement. C'est un exemple de projet en milieu médical. On a fait de tout type avec des vétérinaires pour des anesthésistes quand ils donnent des médicaments aux animaux pour faire le suivi en temps réel des médicaments. On va travailler avec des gynécologues pour les tests de fertilité à domicile. Fait que nous, OZDA, c'est vraiment une compagnie, les gens nous appellent quand ils ont des enjeux, qui ont de la misère à résoudre, qui sont complexes, qui ont essayé de les régler, puis ils n'y arrivent pas, bien dans ce moment-là, ils appellent notre équipe pour les aider. On travaille avec plein de clients, on a travaillé avec des compagnies françaises, on a travaillé par le passé avec Altavia, le groupe PSA, des compagnies françaises au Québec avec Ubisoft, le groupe Sanofi avec qui on fait un projet de robotique puis de commande vocale. Puis on est à Vivatech, on est en France aujourd'hui parce qu'on se prend beaucoup dans les événements pour voir les nouvelles technologies qui existent, qu'est-ce qui est nouveau, up and coming, pour voir si on peut les ramener dans nos projets pour nos clients. Fait qu'on se prend pas mal, puis on est toujours à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux projets. Fait que si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir me voir par la suite. Merci beaucoup. Merci. Julie, sur l'analyse d'image, qu'est-ce qu'il y a comme technologie là? Ben, en fait, les clients, ça va dépendre vraiment des projets, parce qu'il y a des projets où on va être dans du très petit, comme dans la bouche. On a des projets, c'est des lignes de production, parce que là, les produits passent très rapidement. Il y en a qui ont beaucoup de réflexions. Si on parle d'une peinture d'avion, une peinture automobile, c'est la peinture blanche, quand il vient de sortir de la paint shop avec les éclairages, c'est extrêmement réfléchissant. Il va falloir, chaque projet, on doit changer la caméra, la lentille, le niveau d'éclairage, on va faire des éclairages d'appoint. Des fois, on a des projets où c'est vraiment, sont plus simples, c'est juste une caméra. On a des projets qu'on fabrique l'équipement qui va venir
mettre la caméra à l'intérieur d'un boîtier, on va contrôler la luminosité en fonction du type de défaut qu'on va chercher. On va l'ajuster, on va chercher plusieurs défauts sur la même image, on va faire varier la luminosité. Fait à chaque cas, ça va vraiment dépendre du besoin pour ça. Et pouvoir avoir une interprétation en live. Exact, en live, c'est ça. Avec tous les projets, dans le fond, la réponse est pratiquement, il n'y a rien d'instantané parfaitement, mais pratiquement dans la seconde, on reçoit le jour pour pouvoir, mettons, si c'est une ligne de production, éjecter la pièce de façon instantanée quand elle passe sur la ligne. Bonjour tout le monde, merci d'avoir pris le temps, merci de nous recevoir chez vous, c'est vraiment apprécié. Alain, merci de l'invitation. Guy Veilleux, je suis cofondateur de Coach, on est une firme canadienne qui œuvre en cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine un peu niche, donc la meilleure façon d'expliquer qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est un peu d'expliquer l'histoire. Donc il y a 8 ans, mon ami Jean et moi, on a quitté les Forces armées canadiennes. On était pilote d'hélicoptère, j'étais spécialisé en guerre électronique, lui était avec les forces spéciales. Et si vous vous rappelez, il y a 8 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle Edward Snowden qui a volé de l'information au gouvernement américain, qui est parti, il a effacé ses traces. Ça a fait un gros brouhaha. Quelques temps plus tard, on a décidé de commencer une compagnie en cybersécurité pour empêcher le cas d'Edward Snowden. On s'est dit, on va empêcher les brèches d'information, on va empêcher le vol, ça va super bien aller. On est allé dans le marché, puis on a réalisé finalement que notre idée était bonne, mais n'était pas appropriée. Parce que le gros problème des organisations, c'était pas que finalement le vol d'informations, c'était qu'ils ne savaient même pas était où leur information sensible. Il y avait un gros problème de visibilité. Donc c'était notre première vraie business. On a vu une opportunité. De manière naïve, on a vu qu'il n'y avait aucune autre compagnie de cybersécurité qui faisait une solution qui donnait une visibilité vraiment sur les postes de travail au niveau de la donnée sensible. Donc on s'est dit, on va se lancer. Comprenant pas qu'il n'y avait aucune autre solution qui faisait ça, parce que c'est la chose la plus compliquée à faire sur le marché. Quelques temps plus tard, Desjardins, que vous connaissez, qui est en fait la plus grande credit union, caisse, en Amérique. Desjardins, parenthèse, super bon pitch. Il y a des années, ils sont positionnés dans les écoles primaires. Au Québec, quand un enfant a 7 ans, il reçoit son premier compte bancaire au travers de Desjardins, puis il apprend Desjardins, toute l'histoire du fonds. Ce qui fait en sorte que finalement, l'ensemble de la population du Québec a ces informations sensibles chez Desjardins. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fil du temps, un de leurs employés a accumulé toute l'information de l'ensemble de la population du Québec, puis l'a bréché. Donc, suivant la brèche, Desjardins, tout d'un coup, la cybersécurité est devenue une priorité. Donc, ils ont investi massivement, ils ont acheté toutes les solutions under the sun, incluant notre jeune start-up, notre produit qui était naissant, qui permettait d'avoir une visibilité sur les postes de travail. Suivant ça, on a commencé à travailler avec Desjardins pour développer ou co-développer la solution qui aurait empêché la brèche de données. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un produit qui permet aux organisations d'avoir de la visibilité et du contrôle sur la donnée sensible au repos dans l'environnement des employés. On parle poste de travail, répertoire de fichiers, environnement Microsoft. On a grandi au travers du programme Microsoft for Startup, parce qu'au Canada, Microsoft en cybersécurité est présent dans 93% du marché. Donc, il a fallu qu'on apprenne à travailler et à grandir avec Microsoft. Puis aujourd'hui, en fait, Coach, on est une scale-up. Le siège social est à Québec, on a un bureau à Montréal, on a un bureau à Toronto, on opère dans l'ensemble du Canada, aux États-Unis. On a commencé finalement à vendre, on a fait un Market Assessment, Market Validation en France il y a de ça 3 mois. Et finalement, maintenant, je suis rendu avec une équipe en France, je suis distribué par Sopra Steria. On a des grands groupes qui vont commencer à essayer notre solution à l'automne. On a un premier client français qui devrait signer en septembre. Et je me suis fait demander par mes VC, parce qu'on n'est pas au CIB, d'ouvrir Londres et le UK, en fait, d'ouvrir le UK et la Hollande. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Puis c'est dommage que Michel ne soit pas là aujourd'hui. On est un peu les précurseurs d'un nouveau marché au Québec qui est la cybersécurité. En fait, les entreprises qui ne font pas du service, mais qui font vraiment des produits en cybersécurité. Puis on est en train de mettre l'avant finalement une expertise en cybersécurité québécoise et canadienne qui va remplacer des solutions israéliennes, américaines sur le marché. Et longue histoire courte, parmi les choses qu'on fait de façon différente, outre le fait qu'on donne une visibilité où les autres solutions ne peuvent pas donner cette visibilité-là, on le fait d'une manière qui est hautement sécurisée. L'ensemble de l'information sensible reste chez le client. Donc, Coach n'a jamais accès à l'information sensible. C'est hautement efficace. Et j'ai appris hier, au travers d'un grand groupe français, qu'on permettait même de réduire l'empreinte carbone. Donc,
Et voilà. Si vous voulez, encore là, c'est un sujet vaste, notre solution est avancée, puis on fait beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à venir me parler. Merci. Merci.